Chers internautes, bonjour, bienvenue dans votre émission Minute Influence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir sur ce plateau un homme de marque. Il est à la fois économiste, acteur et écrivain. Je vous présente M. Ba Hamidou. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Rama, c'est un plaisir de me retrouver avec vous ici sur Alimar TV dans ce numéro Minute d'Influence. Je profite également pour saluer l'intégralité de vos téléspectateurs. D'accord, merci beaucoup. Alors, comme je le disais tantôt, vous êtes économiste de formation, vous avez écrit 4 livres et aujourd'hui, vous vous êtes reconverti dans le cinéma. Racontez-nous un peu votre parcours de la Guinée au Sénégal. Alors, le parcours ne s'est pas fait directement de la Guinée au Sénégal. Effectivement, je suis de nationalité guinéenne, je suis né à Conakry. J'y ai passé mon enfance jusqu'à l'âge de 14 ans. Puis ensuite, je me suis envolé pour la France. J'ai fait l'intégralité de mon cursus académique là-bas jusqu'à l'université. Effectivement, en formation économie et marketing. Et ensuite, j'ai décidé de revenir ici au Sénégal. Pourquoi le Sénégal? Parce que la famille était installée depuis longtemps. Je venais déjà en vacances quand j'étais petit. Et puis, le Sénégal représente un pays coup de cœur pour moi. Donc, effectivement, je suis installé ici aujourd'hui. Je travaille en tant que responsable marketing dans une boîte. Et je suis également écrivain depuis 2 ans et depuis sous peu acteur. Je sais que ça en fait beaucoup de casquettes, mais ce n'est pas vraiment de la reconversion, comme vous le dites. C'est plutôt des choses que je fais en même temps, en parallèle. En parallèle. Alors, comment est-ce que vous alliez les chiffres, les lettres et en même temps les caméras? Disons que les chiffres et les lettres, j'y ai baigné dedans, plutôt depuis l'enfance. Mon père était un opérateur économique à Conakry, mais c'était également un imam. Donc j'ai grandi avec cette culture des chiffres et des lettres. Tous mes frères sont entrepreneurs. J'ai appris, si vous voulez, le Coran à bas âge. D'ailleurs, dans tous mes ouvrages, on retrouve des traces, des versets du Coran. Donc j'ai toujours eu cette culture des chiffres et des lettres. Aujourd'hui, mon travail, c'est d'être dans le domaine marketing, mais j'écris beaucoup le soir. J'ai jamais délaissé en fait la littérature depuis la tendre enfance. J'ai fait du théâtre, etc. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance de faire aussi. Vous arrivez à vous organiser, à allier ces trois-là? Vous avez dit le mot-clé, c'est l'organisation. J'essaie en fait de me fixer des heures. Par exemple, les heures d'écriture, je le fais plutôt le soir quand je descends. Et puis, en ce qui concerne le cinéma, j'ai la chance de travailler avec une maison de production qui est très flexible. La plupart des acteurs ont déjà du travail à côté, donc ils sont assez sympathiques là-dessus. Voilà. Vous arrivez à vous retrouver? C'est vrai que c'est vrai qu'il a fallu faire de grands compromis avec mon employeur, également avec la maison de production, parce qu'ils savent que la plupart des acteurs ont un travail à côté. Donc on essaie d'aménager l'emploi de temps. Par exemple, on tourne 2 fois, 3 fois la semaine, parfois c'est le soir. Donc ils sont assez flexibles. D'accord. Tantôt, vous disiez que vous avez passé presque votre jeunesse en France. Alors, quel genre d'adolescent étiez-vous? Sur le plan scolaire, je dirais que j'ai jamais été forcément très bon, non plus médiocre. J'ai toujours été entre les deux. Mais j'ai toujours été un jeune passionné par tout ce qui touchait à la création. J'ai fait la danse, j'ai fait de la musique, j'ai été chanteur, j'ai fait du théâtre. Donc j'ai toujours aimé tout ce qui était attrait à l'art, tout ce qui était artistique. Donc c'est vrai que j'ai eu tendance à délaisser certaines matières. Mais vous savez, en Afrique, quand on vient de certaines familles, on a un certain suivi des parents qui insistent pour vous pousser à prendre une certaine voie. La plupart de mes frères et sœurs sont entrepreneurs, sont voilà, dans des métiers comme ça. Donc, ce n'était pas forcément très vu de faire de la musique. Ils ont essayé de m'en empêcher. Bon, finalement, j'ai laissé. Mais en ce qui concerne l'écriture, ça a été plutôt bien accueilli. Donc, j'ai été vraiment très content de retrouver cette passion d'enfance qui finalement est en train de devenir presque un métier. D'accord. Alors, expliquez-nous un peu comment vous avez fait pour atterrir à Marodi. Alors, Marodi TV, depuis que je suis dans le milieu littéraire, j'ai allié l'écriture et également la vidéo, si vous voulez. Donc, à chaque fois, je faisais des lectures de mes ouvrages, des lectures d'autres ouvrages. Et puis, j'essaie d'interpréter les personnages qui sont dedans. Je faisais des vidéos que je partageais régulièrement sur Facebook et sur YouTube. Et un jour, je suis tombé sur ce livre de Sorna Benga, lors de Ninkinanka.
que j'ai lu, que j'ai beaucoup apprécié. Et puis je me suis mis à jouer comme si en fait, comme d'habitude, à lire et puis à interpréter un peu des personnages. Et puis c'est tombé dans leurs mains. Et puis ils m'ont appelé pour faire des castings. Le premier s'est très bien passé, ils m'ont contacté pour un deuxième casting. Et là, ils m'ont validé pour le rôle de Seydina Issaba. D'accord. Alors, vous savez, vous jouez dans une série qui est diffusée au niveau international. Alors, et que vous êtes très suivi sur les réseaux sociaux par beaucoup de jeunes d'ailleurs. Comment est-ce que vous appréciez ce succès? C'est vrai que, comme je vous le disais tantôt, le succès a été progressif. Je suis déjà un peu, on va dire, connu depuis que j'ai commencé à écrire ces ouvrages. Il y a le premier qui est lu dans certains établissements, l'autre s'est très bien vendu ici à Conakry. Donc les gens, ils ont commencé à me découvrir progressivement sur la toile. Mais c'est vrai que depuis lors de Ninki Nanka, on a la chance que ça soit diffusé sur Canal Plus Horizon, voilà, qui est suivi dans la sous-région jusqu'à l'étranger. Partout Donc dans le monde, disons. exactement. Donc la Oui. notoriété a été vraiment, il y a une flambée, effectivement, des gens qui te contactent sur les réseaux sociaux, des gens qui idolâtrent les personnages de fiction. Ça, c'est assez drôle. Donc c'est vrai que ça fait plaisir, mais je fais la part des choses. Parce que voilà, ce succès aussi, les gens, ils sont attachés aux personnages de fiction. Ils ne me connaissent pas, moi, forcément, derrière l'écran. Tel, Ouais, en en fait. tant que oui. Ok, d'accord. Alors, qu'allez-vous me répondre en tant que jeune si je décide aujourd'hui de laisser tout pour être actrice? Le milieu de l'audiovisuel, notamment le milieu du cinéma, est vraiment très enrichissant sur le plan humain, mais ça ouvre également beaucoup d'opportunités. Moi, grâce à cette série, il y a de plus en plus de gens qui me contactent pour mes livres. Donc, je dirais, mais le seul hic, c'est qu'on ne peut pas vivre de ça. C'est que ça reste encore des revenus complémentaires, malheureusement, en Afrique. Donc, je ne dirais pas à un jeune, abandonne tout, même si c'est ta passion, pour devenir acteur. Ok, d'accord. Chers internautes, je rappelle que nous sommes avec Ba Hamidou, acteur, et nous parlons aujourd'hui de son parcours. Alors, qu'est-ce que vous a le plus marqué dans le milieu de l'art visuel? Alors, dans le milieu de l'audiovisuel, je dirais que c'est l'expérience humaine. J'ai la chance de rencontrer vraiment des gens formidables, des acteurs qui ont une très grande renommée ici au Sénégal, mais également à l'étranger. Et puis, c'est vraiment une expérience, comme je le dis, vraiment très, très humaine, d'avoir tous ces gens qui nous contactent, de voir vraiment l'impact qu'aujourd'hui la vidéo a dans le monde. C'est vraiment incroyable. Vraiment, ça fait quelque chose, Oui, en fait. absolument. Oui, d'accord. Alors, beaucoup de jeunes ont délaissé la lecture au profit des réseaux sociaux. Que pouvez-vous leur dire? Alors, ces jeunes-là, alors je dirais que je fais déjà partie de cette jeunesse qui est constamment, on va dire, sur les réseaux sociaux. Je dirais pas que c'est mal parce que c'est le monde, c'est l'ère dans lequel nous vivons, l'ère de la technologie, l'ère des réseaux sociaux, etc. Mais il faut également faire très attention. Pourquoi? Parce que ce que nous lisons sur les réseaux sociaux est très mal écrit. Donc, il est vraiment important pour la jeunesse aujourd'hui d'avoir toujours un livre à côté, à portée de main. Pourquoi? Parce qu'on a une mémoire visuelle qui est très forte et à force que notre esprit se concentre sur ces mots, dans le langage parlé, c'est pas très grave, mais à l'écriture, ça pose un véritable problème. On voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont fait des grandes études, mais qui écrivent très très mal. Monsieur Bahamidou, parmi ces 4 ouvrages que vous avez écrits, quel est le premier livre que vous avez écrit et qu'est-ce que vous a motivé de l'écrire? Alors, j'ai écrit au total 4 ouvrages, comme vous l'avez si bien dit. Le premier, c'est la mystérieuse disparition du talibé, qui a été écrit en 2017 et qui a été publié en 2018. Alors, ce livre-là, il est né d'une indignation suite à une coupure de presse que j'avais lue, qui relatait un peu la disparition d'enfants talibés. Alors, par la suite, j'ai fait des recherches et puis j'ai vu qu'en fait, ce n'était pas un cas anodin. Il y avait pas mal d'enfants qui disparaissaient. Ensuite, j'ai lu des articles qui étaient connectés, des enfants qui étaient battus. Donc, ça m'a profondément touché. Déjà, cette mendicité flagrante ici et dans d'autres pays de la sous-région m'avait déjà interpellé. Donc, j'ai eu cette envie d'écrire une histoire sur ce personnage qui s'appelle Tierno, qui allait un peu sillonner la ville de Dakar, qui allait expliquer un peu leur quotidien et qui allait en même temps, parce que c'est un peu le cœur de l'histoire, mener une enquête pour essayer de retrouver un de ses amis qui s'appelle Tano, qui avait disparu et qui a disparu au même moment où il y a des meurtres de talibés qui étaient en train d'arriver un peu dans la ville de Dakar.
Ce livre-là parle de ça, ça parle aussi de sacrifice humain, parce qu'on va découvrir que ces enfants étaient kidnappés, ensuite pour être sacrifiés par un riche milliardaire. Donc tout ça pour la convoitise de l'argent. Ok, le livre là, le personnage s'appelle Tierno, le même prénom que vous. Est-ce que vous avez été talibé? J'ai pas été talibé, mais j'ai déjà étudié dans un orphelinat ici un peu au Sénégal pendant 6 mois avant d'aller à Paris, qui s'occupait d'ailleurs très très bien des enfants. Voilà pourquoi je tiens aussi toujours à créer vraiment un fossé entre les orphelinats qui s'occupent très bien des talibés et ceux qui profitent de ce business. Alors Tierno, c'est un nom qui est anodin en Afrique. C'est le nom qu'on donne aux gens qui sont instruits, aux gens qui lisent le Coran. Donc moi, c'est Tierno Amidou, mais vous pouvez trouver Tierno Gando, etc., etc. Donc voilà, son nom est important. Le fait qu'il vienne de la Guinée est important parce que la plupart de ces enfants talibés ne sont pas sénégalais. Ce sont des enfants qui viennent de la sous-région et la plupart, si vous avez la chance d'échanger avec eux, viennent de la Guinée. Donc mon personnage est de la Guinée pour essayer aussi d'interpeller l'État guinéen pour lui dire qu'il a sa part de responsabilité dans ce problème, ce fléau qui est en train de se dérouler ici à ciel ouvert au Sénégal. D'accord. Alors, nous allons parler du deuxième livre qui s'intitule La Dame de la Cave. Oui, alors La Dame de la Cave, c'est la suite de la mystérieuse disparition du talibé. Parce qu'à la fin, voilà, à la fin du livre, le talibé il gagne une bourse pour aller vivre en France. Et l'histoire se passe dans la ville où j'ai grandi, dans la maison où j'ai vécu, dans l'école où j'ai été. Donc j'ai vraiment installé ce décor dans lequel j'ai été en France et où l'histoire se poursuit là-bas avec une nouvelle enquête. Cette vieille dame sorcière qui poursuit Tierno en France, des meurtres d'enfants qui vont devoir résoudre avec son ami Jack Leblanc. Mais celui-ci, c'est le livre qui est venu en troisième. Le deuxième, c'était La Patte du Mal, oui, où l'histoire se déroule voilà, à Conakry. À Conakry. Oui. Ok, oui. Et puis, expliquez-nous un peu, puisque je vois là Souleymane, Safiatou, un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfants Voilà. et tout. Et puis, on a pris le problème. En fait, on a dit que le problème était de la femme, mais Exactement. pas de l'homme. C'est qu'on a tendance à voir tout le temps dans les mariages et tout. Exactement, vous avez touché le cœur du problème. La thématique principale de ce livre, c'est l'infertilité chez la femme et aussi la stigmatisation de la société lorsqu'ils sont confrontés à ce genre de problème. C'est-à-dire que vous êtes pointé du doigt, et malheureusement, très souvent, c'est la femme, et des conséquences qui vont découler, dont le recours à la médecine médico-spirituelle, si on veut, médico-religieuse. C'est-à-dire que ce qui va pousser les femmes à aller vers des solutions qui sont radicales, à aller consulter des marabouts qui vont essayer de faire appel à des entités qui nous sont inconnues, mais que nous savons vivons avec nous, pour essayer de résoudre les problèmes. Donc c'est vraiment un livre qui va allier la réalité, le mystique et tout ce qui est un peu djinn, sorcellerie. Et finalement, à la fin, ça va donner quoi? Alors, si je dis la fin, je pense que je vais un peu gâcher le suspense aux téléspectateurs, mais juste pour vous dire que le livre a également une suite. C'est celui qui n'est pas là, parce que le stock est épuisé, c'est Mila et la clé du coffre. Donc, l'enfant va naître. Il va naître dans des circonstances qui sont vraiment troublantes, ce qui va t'expliquer la suite. Mais dans cette histoire-là, il y aura également, j'aime bien l'aspect un peu policier, il y aura une enquête pour savoir qui a pactisé avec le diable, qui a essayé d'offrir cet enfant en sacrifice, ce qui s'est vraiment passé en fait. Alors, on voit que la maison de publication, c'est L'Harmattan du Sénégal. Est-ce que vous amenez vos livres aussi au pays, je ne sais pas, pour que les Guinéens puissent vous découvrir à travers vos livres? Oui, absolument. Il faut savoir ce qui est bien avec L'Harmattan, c'est qu'aujourd'hui, c'est une maison d'édition qui est présente, qui est fortement implantée en Afrique. Elle est ici au Sénégal, elle est en Guinée, il y a Harmattan. Oui, il y a Harmattan en Guinée. Harmattan, Burkina, Harmattan, Côte d'Ivoire, etc. Donc il y a la cellule, la maison d'édition française s'est déployée un peu partout en Afrique, ce qui permet en fait à nos livres d'être disponibles un peu partout. Quelqu'un qui est à Conakry peut faire une commande très facile ou même trouver mon livre en bibliothèque à l'Harmattan Guinée. Disons que ça peut paraître banal et anodin, mais la lecture nous permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit et nous permet aussi de découvrir des choses qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire apprendre pour mieux connaître. Alors, Monsieur Bahamidou, quel projet avez-vous pour votre pays d'origine? Alors actuellement, c'est bien que vous en parliez parce que depuis que je suis dans le monde du cinéma, je suis encore plus motivé à aller à Conakry et puis essayer d'adapter un de mes ouvrages
Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le Sénégal, il faut noter que c'est vraiment un pays qui est très en avance, contrairement à certains pays de la sous-région. Et c'est malheureusement le cas dans le cas de l'audiovisuel pour Conakry, où il n'y a vraiment pratiquement pas de séries, pratiquement pas de maison de production. Donc aujourd'hui, mon objectif, c'est d'adapter mes ouvrages et en première partie, La Patte du Mal à Conakry. D'accord. Est-ce que vous pensez ouvrir une maison de production à Conakry parce qu'on voit maintenant les Guinéens s'y mettent, ils regardent Maîtresse d'un homme marié, tant d'autres séries et vraiment je pense qu'ils veulent s'y mettre et tout. Est-ce que vous envisagez je ne sais pas moi, d'être producteur ou scénariste là-bas en Guinée? En tout cas, oui, ça m'intéresse beaucoup et comme vous l'avez dit, la jeunesse guinéenne est focalisée sur la sous-région. Ils regardent les séries sénégalaises, les séries ivoiriennes, et malheureusement, il n'y a pas encore de séries guinéennes qui ont vraiment une renommée internationale. Donc, ce qui est intéressant de la part de nous jeunes qui avons eu l'occasion de venir étudier ici au Sénégal ou étudier en France, c'est aussi de rentrer dans notre pays d'origine et apporter notre pierre à l'édifice. D'accord. Alors, nous allons un peu parler de la politique. Vous savez que nous sommes presque à la veille des élections, le 18 octobre en Guinée. Comment est-ce que vous appréciez la situation politique actuelle de la Guinée? Je sais qu'il est important pour chaque citoyen d'avoir un esprit sur la politique. C'est peut-être un de mes défauts, mais je suis très apolitique. J'aime très peu parler de tout ce qui concerne la politique. C'est quelque chose que mon père apprécie également très peu. Mais il est aussi important, effectivement, en tant que citoyen, qu'on ait notre mot à dire. Alors, si j'ai un message à passer, c'est celui de la paix. C'est parce que, malheureusement, on sait ce qui se passe à Conakry. On est à la veille des élections, mais également des tensions qui commencent à pointer du bout du nez. Donc, c'est de rappeler... voilà. Exactement, donc c'est de rappeler à la jeunesse que est-ce que ça vaut vraiment la peine de perdre sa vie pour des politiciens qui, finalement, eux... n'ont que des intérêts politiques. Donc je pense qu'il faut se munir de sa carte d'électeur, de partir dimanche aux urnes, de voter en citoyen libre et puis de mettre en avant la démocratie et puis d'éviter tout ce qui est conflictuel. De voter libre et de faire la paix, ce sont les mots de M. Bah Hamidou. Chers internautes, nous arrivons vers la fin de cette émission. Quel est votre dernier mot? Alors, le dernier mot, c'est de vous remercier pour cet accueil vraiment très chaleureux et puis de remercier l'intégralité de vos téléspectateurs qui suivent cette émission. Donc, moi-même, je fais partie. Et puis, voilà, merci beaucoup. Ok, merci à vous et merci à nos chers téléspectateurs, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Merci.